poursuis ma réflexion sur cette émission Réplique avec Finkielkraut, Renaud Camus et Lebras. Ce dernier, qui est un démographe, je ne suis pas un statisticien, met en évidence la notion de mixité sociale. Et il nous dit, ce qui est caractéristique de la société, ce n'est pas tellement qu'il y ait des groupes séparés, mais qu'il y ait des groupes qui se mélangent. Alors, c'est un vaste débat. Moi, en ce qui me concerne, j'ai que remarqué à quel point, et je vois ça même au niveau des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'écoles autour de moi, là, à quel point, quand il y a des groupes d'enfants qui se constituent, spontanément, je ne parle pas des groupes organisés par les maîtres, les maîtresses, et encore, on voit des gens qui se ressemblent, des enfants qui se ressemblent, qui ont la même couleur de peau, qui ont le même visage, tout le monde. Donc, c'est un phénomène qui est presque viscéral. Cela dit, on nous dit qu'il y a beaucoup de mixité, qu'il y a beaucoup de populations qui se mélangent. Alors la première mixité, c'est évidemment la mixité entre l'homme et la femme. Il ne faudrait pas l'oublier celle-là, on l'oublie trop souvent. Mais il y a d'autres mixités, disons. Faut-il s'en féliciter? Moi, je préfère que les groupes restent homogènes et séparés, tout en partageant un espace public minimal. Mais je préfère qu'ils aient leur propre espace public respectif, au sein de leur propre quartier, de leur propre ville presque. Et la mixité, est-ce que c'est une solution? J'en doute. Dans bien des cas, la mixité est une source de confusion des valeurs déjà. Parce qu'il y a plusieurs valeurs qui se retrouvent et qui se combattent et qui s'entrecroisent et qui aboutissent à quelque chose de bâtard, d'hybride. Mixité et hybridité sont une seule et même chose. On arrive à ce moment-là à des gouvernements hybrides qui pratiquent des politiques contradictoires, des programmes qui disent une chose et son contraire. C'est ça la mixité aussi. C'est ça les effets de la mixité. Alors je ne crois pas qu'on puisse s'en féliciter spécialement, mais pour moi la mixité est un danger beaucoup plus grave que le communautarisme. Ce sont deux mots, la peste et le choléra si on veut, et il faudrait encore savoir entre lesquels choisir. Gérer la mixité, c'est une affaire complexe. Gérer la diversité dans une société, c'est une affaire complexe. Et à mon avis, on n'en prend pas le chemin. On retrouve ce même problème dont j'ai parlé toute cette matinée, à savoir qui sont l'emprunt qui vient perturber et aliéner un système. Par exemple, quand on parle des effets de la colonisation, il faut bien reconnaître que la France, pour ne parler que de la France, a eu des effets de perturbation dans bien des domaines et dans bien des cultures. Et la principale victime de la domination française, c'est bien la langue anglaise. Même si cette domination n'est pas forcément délibérée, n'est pas forcément organisée, même si cette domination est parfois générée par celui qui veut être dominé, en tout cas qui veut emprunter, sinon s'emparer de l'autre. Pour être la notion de conquête est une notion ambiguë, parce que conquérir, c'est aussi quelque part accepter de dominer par ce qu'on conquiert. Même si on conquiert, on domine ce qu'on conquiert. C'est une situation ambivalente, comme beaucoup de choses. Donc, la France a une histoire impériale puissante.
elle englobe par sa langue notamment un très grand nombre de cultures, y compris la culture anglo-saxonne, y compris la culture allemande. L'autre jour, j'avais fait une recherche pour savoir combien de mots allemands se terminent en IE, comme philosophie, psychologie, etc. Eh bien, il y en a plus de 1200 et 99% sont des mots d'origine française. C'est pour donner un exemple. Donc l'allemand n'est pas du tout, n'a pas du tout été épargné par la domination française. Et j'ai même été plus loin. De toute façon, dans le cas du français, c'est compliqué parce que le français est une langue en fait germanique et latine en même temps, qui fait son charme d'ailleurs. Le français fait la synthèse entre la germanicité et la latinicité. Et la façon dont je ne vais pas revenir là-dessus sur la démonstration, mais c'est ça qui fait sa force. On dit pourquoi le français a-t-il eu le destin qu'il a eu, et pourquoi les mots français ont-ils la fortune qu'ils ont eue. Eh bien, c'est parce qu'il y a une espèce de mélange très réussi entre le lexique proprement dit latin et la morphologie, la grammaire, tout l'enrobage qui est beaucoup plus germanique. Un exemple simplement pour me faire comprendre, quand on dit en français grand et grande, on est beaucoup plus proche de l'allemand klein et kleine que de l'espagnol ou de l'italien bello et bella. Voyez-vous, ça n'a plus rien à voir. Donc, oui, le français est une langue qui a été très empruntée, auprès desquelles beaucoup de langues se sont terriblement endettées. Et l'autre jour, j'assistais à un séminaire, quelqu'un disait que le turc et l'iranien étaient des langues arabes parce qu'elles avaient utilisé l'alphabet arabe. Quelle énormité! Il est certain que le fait d'utiliser l'alphabet arabe n'est pas neutre, que ça dénote une influence de l'arabe sur d'autres cultures. Mais ces cultures peuvent parfaitement changer d'alphabet. Et à ce moment-là, le problème est résolu. Ça a été d'ailleurs le cas du turc, sous Kemal Atatürk. En revanche, le français ne s'est pas contenté d'introduire un alphabet quel qu'il soit. Le français a introduit des mots, un lexique, et tout un ensemble de choses, d'ailleurs par ailleurs, qui ont été calquées, qui ont été contaminées, et dont ces langues ne peuvent pas se débarrasser, ne peuvent plus se priver. On peut changer un alphabet, on ne peut pas changer un lexique. En tout cas pas quand il a les proportions colossales que le français occupe, tant dans la langue anglaise que dans la langue allemande, sans parler bien entendu de sa position dans la langue slave ou dans les langues sémitiques, hébreu et arabe inclus notamment, que ce soit au niveau de la langue écrite ou de la langue orale, qui est un autre sujet également. Donc, la notion d'empire est une notion dont j'ai parlé d'ailleurs quelque temps, qui est essentielle pour la France aujourd'hui. Elle est beaucoup plus saine que la notion de nation. La France est à la tête, historiquement et géographiquement, d'un empire immense. Et peu importe les changements politiques, les changements juridiques, les changements de représentation, les faits sont là. Alors on peut greffer sur ces faits toutes sortes on peut surimposer des frontières ou des limites, mais ça ne change rien au problème. Et par conséquent, je vois l'avenir de la France comme
qui doit passer par la conscience de l'impérialité. Et chaque communauté qui vit en France, ou dans le monde de la francophonie plus largement, et ça inclut éventuellement l'Angleterre et les États-Unis, doit évidemment réfléchir, prendre conscience de la façon dont elle a rejoint l'Empire français, dont elle s'est inscrite dans cet Empire français. Et nous avons abordé, il y a déjà très temps, toutes les dimensions économiques et commerciales de cette emprise du langage. Car les mots sont des outils, les outils, ça se corrige, mais aussi ça s'achète, ça se loue, ça se dépose. Et donc là, il y a à mon avis un ordre gris des mots français qui devrait être pris en compte pour l'économie de la France de demain.